Alors, comme j'ai déjà fait une critique en anglais de ces films, je vais tenter ma chance à faire la liste des films avec mon point de vue et le traduire en français. Alors, allons-y, go. Alors, le premier film que j'ai vu de cette liste s'appelle L'évadé d'Alcatraz, un film qui était sorti en 1979, qui était réalisé par Don Siegel. Alors, je devrais regarder plus de films réalisés par Don Siegel. Le mec a fait genre 5 films avec Eastwood, notamment L'inspecteur Harry, et ceci est un de ses derniers. Film carcéral, comme le titre, parle d'un évasion basée sur des faits réels et filmé dans la même manière qu'Un homme s'échappe de Robert Bresson, qui parle de 3 gars qui ont vraiment évadé l'Alcatraz. Ce qui est ouf, c'est que ces prisonniers n'ont jamais été retrouvés, morts ou vifs. Qui sait? C'est une histoire simple pour un film qui est simple. C'est un film où le scénario est peu et le son est roi. Il y a peu de BO et les scènes dirigées très doucement sont parfaites grâce à une atmosphère génialissime. C'est le genre de réalisation que j'aimerais que Christopher Nolan fasse face avec ses films. C'est un film qui fait confiance au mouvement et le silence, voire presque un film silencieux. Tout est nécessaire pour grandir la tension qui marche elle aussi. Même si Eastwood est trop musclé et beau gosse comparé à son personnage réel. Mais Siegel a un œil pour capturer du détail est incroyable. De la même manière que Jean-Pierre Melville. Et grâce à ce film, ce qui est le plus ou moins prévisible devient de plus en plus imprévisible, grâce à la manière comment le caméra est fixé à des longs plans séquences simples mais efficaces. Et les décisions que les personnages prennent sont astucieuses qui à certains moments m'a fait rire, à quelques moments de tension. Mais comme plusieurs films des années 70, une des raisons pourquoi les films de cette époque marchent aussi bien, c'est grâce au fait que le son de ces films sont maîtrisés et édités parfaitement bien avant le grand blockbuster qui est Star Wars, Lucas et bien sûr Steven Spielberg. Et la fin du film est aussi géniale, donnant une conclusion avec plus de questions que des réponses conventionnelles. Si vous voulez voir un film furtif, regardez celui-ci. Et c'est pourquoi je mettrai ce film une bonne 4 sur 5. Alors, la prochaine film que j'ai vu de cette liste, c'est un film qui s'appelle Los Bastardos, un film mexicain réalisé par Amat Escalante. Alors, parlons de la violence dans les films. Visionnaire de la violence, Amat Escalante est connu pour montrer le côté hyper réaliste, sombre de la Mexique et bizarrement, son 4e long métrage, La Région Sauvage, mélange du hyper réaliste quasi documentaire avec de la fantastique du territoire H.P. Lovecraft. Pendant que son 3e long métrage, Ellie, a gagné de la récompense à Cannes, mais aussi avec les critiques, ces films décrivent le mélange de sexe et de la violence d'une manière extrêmement confrontationnelle, filmé très lentement avec presque aucune BO sonore. Los Bastardos est le 2e long métrage et probablement le meilleur de ces films qui parle de 24 heures dans la vie des 2 voyous mexicains dans les cours de 24 heures. Le film est glacial et hyper intense. C'est comme si Funny Games rencontre Sicario et décide de faire un film ensemble et où, comme avec toute la violence maintenant gratos avec des séries comme genre Game of Thrones ou même 80% de Netflix, c'est dur aujourd'hui d'être choqué, mais la violence marche très poignant et fort car la manière comment le film est maîtrisé à cause de son réalisation est très efficace. Du point que le film est imprévisible et comme avec le sexe, la violence vient soudain que choque et ça frappe et ça fait du putain de bien. Comme les meilleurs réalisateurs du genre Tarantino, David Lynch ou Scorsese, quand ils utilisent leur violence, ça marche grâce à le développement de l'histoire et des personnages. Le film n'est pas forcément pour tout le monde, vu que son style et point de vue au monde est cynique et sombre. C'est pas le genre de film attirant, mais ce qui est sûr, c'est que Escalante a un œil d'auteur, de la même manière que Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón et Alejandro González Iñárritu. Dur, mais une expérience inoubliable. 4 sur 5. Du coup, on a un film après qui s'appelle Buffet froid, un film réalisé par Bertrand Blier. Alors, après 1900 de Bertolucci avec Robert De Niro et Gérard Depardieu, Robert De Niro continuera à faire une carrière très culte et fameux avec un certain petit Scorsese pendant que Depardieu va collaborer avec un certain Bertrand Blier. Bien sûr, pas aussi fameux que Scorsese et De Niro, mais feront un rite culte pour eux-mêmes.
Entièrement, le film le plus connu de Bertrand Blier est un film nommé Buffet froid, un film absurde d'une façon humour cynique qui commence dans une station métro isolée et qui termine dans un paysage magnifique. Alors j'ai jamais vu un film de Bertrand Blier, mais immédiatement le film est construit avec un œil singulier d'auteur. Alors, comment décrire Buffet froid? Alors imagine un film qui trouve une scène et décide d'improviser exactement de ce qu'il y a autour de la séquence et de le mélanger avec de la bande dessinée pour adultes. Il y a un moment dans le film où le tueur de la femme de Gérard Depardieu décide de se montrer et de se confesser et boit une verre de vin avec un inspecteur de gendarme. C'est le genre de film qui mélange de charme avec un scénario encore une fois genre hyper imprévisible qui va de partout à ce que chez partout. Des fois je dois vous confesser que ce n'est pas forcément croyable, mais d'un côté c'est juste un moment rigolo à regarder ce film et fait comme si par un gosse avec un point de vue hyper nihiliste. Et l'image des années 70 fait ressemblance à les films des années 80 indépendantes de Robbie Muller. Tout est sombre et lumineux et de façon brillamment avec de la néon et le troisième acte qui vient littéralement de nulle part, comme une bande dessinée genre Bob l'éponge pour les adultes, où ce qui peut arriver va arriver. Le film est juste ouf. Des gens crèvent pour des raisons absurdes et des deuxièmes personnages soudainement deviennent des personnages principaux pendant que les personnages principaux sont le mari de la femme, le tueur, le meurtrier et le chef des poulets. Des fois, certaines scènes vont un peu trop vite pour certaines actions qui ont moins d'impact que d'autres et c'est un peu trop over the top. Mais c'est tout simplement original de toutes les manières qui soit surtout pour une audience britannique et américaine. Charmant et ouf. Un 3,5 sur 5. Ensuite, on a un film qui s'appelle Smooth Talk, un film réalisé par Joyce Chopra. Avant que la fille de Bruce Dern fait voyage dans les films surréels d'un certain David Lynch, Laura Dern ferait un film surnommé Smooth Talk, un film des années d'ado des années 80 dans la même vague que les films de John Hughes, Rose Bonbon et The Last American Virgin. Le film raconte l'histoire de Connie, une ado bonne qui traîne avec ses copines dans les supermarchés pensant que le look est aussi plus efficace ce qu'il y a à l'intérieur, grosso modo, la mentalité de l'Angleterre et l'Amérique. Alors Connie va au cinoche, va draguer dans un bar, resto et va chez elle qui rend sa mère juste furax, dans des disputes avec un père complètement inouï de ce qui se passe. Même si ce film est sorti avant les téléphones portables, ce genre de truc arrive plus ou moins tout le temps dans le monde et malheureusement ça devient de plus en plus pire. Alors Connie, vous voyez, cherche un moment d'excitation, d'illusion pendant que ses heures d'autres, elle fait que dalle marchant dans les couloirs de sa baraque en train de faire juste rien. Alors en plein milieu de l'été, au début, je me suis dit que c'est encore un film, autre cliché des films d'ado pour les gamines, et que soudainement, le deuxième partie du film commence. Et comme l'autre partie de pièce, soudainement le film transforme en mode psychologique assez thriller, d'un jeu de psychologie et manipulation, ce qui montre à tel point ce qui se passe quand tu joues avec le feu. Et j'adore quand les films font ce genre de twist, les genres de films comme Eyes Wide Shut, I Rise, Lost Highway et même Psychose, c'est le genre de film qui transforme en quelque chose d'autre et qui a de sens à 100%. Des fois, ça ne marche pas comme genre Une nuit en enfer, mais dans ce cas-là, oui. Une grande surprise si vous êtes patient. Un 4 sur 5. Ensuite, on a un film qui s'appelle... Alors, avant la sortie de Pulp Fiction en 1994, Tarantino était un des nouveaux cinéastes indépendants créant un monde de lui-même. Mais l'histoire de Pulp Fiction était aussi venue du cerveau de Roger Avary, un pote de Tarantino, et qui, bien plus tard, fera un film super sous-coté nommé Les règles de l'attraction, basé d'un livre par Bret Easton Ellis. Et... dans son premier long-métrage, Avary décide de prendre une histoire beaucoup trop familière de Reservoir Dogs. Le résultat est un film ouf et bruyant et cliché de film d'action déguisé comme une comédie noire. Imagine juste Las Vegas Parano qui décide de traîner avec la Casa del Papel. Mais celui-ci est bien plus poignant et beaucoup plus tranchant, filmé de manière ample et une énergie urbaine. Du coup, on a un Eric Stoltz qui a joué genre Lance dans Pulp Fiction, qui ressemble presque comme Michael J. Fox dans Retour vers le futur, mode gangster, un Américain qui visite Paris et qui fait un plan de braquage.
Mais avant tout cela se passe, il se paye une pute jouée par Julie Delpy. Et bien sûr, va avoir une cliché bien plus tard dans le film. Et soudainement, on est présenté par un personnage cinglé joué par Jean-Hugues Anglade, qui est connu pour jouer un des rôles principaux dans 37,2 le matin. Les deux personnages sont potes et décident avec un groupe de tarés de braquer une banque. Sauf que ces personnages sont complètement tarés et défoncés des substances qui sérieusement n'ont pas pensé au plan entier elles-mêmes. Si le film a un point fort, c'est la performance de Jean-Hugues, en train de jouer un psychopathe accro et imprévisible, et la manière comment le film est filmé de style et énergie qui contient beaucoup de plans et avec un caméra à main et de la violence over the top, dure et drôle, ce qu'on retrouve souvent avec Tarantino et Rodriguez. Alors malheureusement, presque la première quart d'heure n'a presque aucun âme en comparaison de deuxième partie qui est bien plus fort et vite, vu que presque le premier quart d'heure est une ennui des gens qui hurlent avec un côté psychédélique qui a un ton faible et cassé et engourdissant. En plus, il y a une histoire romantique et cliché qui je ne crois genre pas une seconde, forcée dans une histoire. Du coup, on a forcé. Du coup, en tout, on a un film rock'n'roll en contradiction d'elle-même. Un 3 sur 5. Ensuite, on a un film qui s'appelle La Descente Infernale, un film réalisé par Michael Ritchie qui était sorti en 1969. Alors, il y a des acteurs avec des beaux looks qui font des bonnes performances, comme genre Brad Pitt, Paul Newman, Ryan Gosling, Alain Delon, Robert Pattinson. Et il y a des acteurs avec des beaux looks mais un ego total qui domine le film et les réalisateurs eux-mêmes. Tom Cruise, Kevin Costner, Will Smith, Warren Beatty et Robert Redford. Le dernier est un homme honnête et charmant, mais dans les films qu'il joue, il est souvent l'homme qui se fait le cœur brisé dans le passé et qui est un héros beau et romantique, et qui n'a aucune faiblesse mâle de son personnalité. Gatsby le Magnifique de 1974 et 3 jours dans le Condor est un film typique de Robert Redford. Son meilleure performance de ce jour, et il y a une centaine, est dans le rôle du Kid dans Butch Cassidy et le Kid, grâce à un réalisateur solide comme George Roy Hill, et aussi qui est à côté du merveilleux Newman. Et après la sortie de ce film est venue La Descente Infernale, un film en amoureux de son propre image qui parle d'un connard arrogant qui rejoint une équipe de ski pendant les Olympiques. Alors, si tu as vu un film qui est nommé Proposition indécente de Adrian Lyne, vous verrez que Robert Redford joue un billionnaire qui propose à un couple de baiser la femme en payant $1 million. Alors déjà, c'est dérangeant et sinistre comme acte et comme personnage. Mais le film glamourise Redford juste car il est Redford et qu'il a gagné des Oscars malgré que son personnage ne peut pas être un pervers dégueulasse. Et c'est plus ou moins le cas ici. Il y a un moment dans le film où il y a une scène que le personnage de Redford rentre dans un magasin et rencontre une femme sublime, genre magnifique, qui est interprétée par Camilla Sparv, qui est franco pas très connue comme actrice, où il rentre dans un magasin et lui regarde sans presque rien dire comme un psychopathe, mais vu que c'est considéré séduisant, c'est sans doute une belle moment vu qu'en réalité ça ne se passera pas comme ce que ce scène fait, et c'est genre de choses comme séduire les films ce genre de choses qu'on voit souvent dans les films Hollywood, la façon comment Hollywood traite le sujet de la séduction, c'est juste un gros mensonge et ça doit à un moment donné d'arrêter parce que ça fait chier. Alors, comme Delon dans Le Samouraï ou Ryan Gosling dans Drive, ces beaux gosses comme personnages ont une faiblesse sociale et introvertie, ce qui les rend très intéressants comparé à Redford, à un personnage quasi parfait et à une attitude de crâneur. Il n'y a pas ce côté nerveux qui rend pas le personnage intéressant. La seule personnage sympathique est joué par Gene Hackman, le magnifique Gene Hackman, laisse-moi vous dire, qui joue le chef de l'équipe de ski, qui est un personnage qui pousse ses émotions et qui se focalise sur le but de son boulot. Alors en tout, c'est un film bien fait, mais prévisible et assez ennuyeux, où tu penses que à un certain moment, c'est comme si tu regardes un pub de mannequin dans le montage qui dure genre 1h41 minutes. 41 minutes. 2,5 sur 5. Et finalement, on a un film qui s'appelle Secret Sunshine, un film qui était sorti en 2007, qui est réalisé par Lee Chang-dong. Alors prépare-toi pour un véritable tueur d'humeur.
Alors par le réalisateur de Burning, le meilleur film étranger de 2019 sorti en Angleterre à cette année-là, délivre ici une expérience épuisante sur le plan émotionnel dans la même manière qu'un Lars von Trier mélodrame, sans l'imagerie graphique qui raconte l'histoire d'une veuve et son fils qui emménagent dans une nouvelle ville sans s'apercevoir qu'ils vont subir une tragédie. Ce qui veut dire que le reste de ce 2h23 minutes, comme long métrage, on souffre comme les personnages principaux qui va endurer une enfer psychologique de douleur, la confus et le désespoir, tout mélangé avec une performance extraordinaire de Jeon Do-yeon qui était récompensée pour meilleure actrice à Cannes. Un régulier de Bong Joon-ho est Kang Ho-sung. Lui aussi est dans ce film qui interprète un chick-tic de 39 ans qui a des besoins extrêmes et qui a un coup de cœur pour l'héroïne mais qui élève une malaise de malade. Bref, lui aussi est magnifique et justifiable comme personnage. Le réalisateur Lee Chang-dong a aussi une attaque contre la religion, aussi vu que la vulnerability du personnage principal est exploitée par des bons à rien de la classe moyenne qui sont des gros hypocrites et qu'on connaît assez souvent dans la vraie vie. Contrairement à Ingmar Bergman, ou plusieurs de ces misérables et hyper dramatiques films européens de l'Ouest, l'image et la lumière est assez plus léger et ça c'est surprenant surtout pour un film d'un sombresse total, mais Lee Chang-dong est clairement un réalisateur de haute qualité et anti-prolifique du Corée du Sud, l'opposé de quelqu'un comme genre Takashi Miike par exemple. Il se concentre sur les personnages et soulève tout ce qui a un rapport avec ce qui se passe dans la situation et en même temps dirige avec un ton parfait. Quelque chose que j'aimerais que Claire Denis fera un peu plus souvent. Mais à part tous les points forts comme Requiem for a Dream, le film va te draguer genre bas. Genre très bas, que tu vas en ressortir dans une humeur de boire une verre forte de vodka ou de voir une comédie hilarante. Mais en tout, le film est juste excellent. Et c'est pour cela que je mettrai Secret Sunshine de Lee Chang-dong un 4 sur 5. Et voilà, j'espère que vous avez au moins compris ma traduction française. Et du coup, si vous avez bien aimé ma chaîne, abonnez-vous, mettez-y un like. Et puis voilà, au revoir, arrivederci, ciao.